pour cette introduction, et merci d'être venus si nombreux. Je vais commencer par une confidence, c'est que j'aime bien venir ici. La dernière fois que je suis venu, c'était pour avec une conférence animée par Luc Bolévy, ici présent, et Michel Matret, sur l'eau, le captage large, etc. Et c'est pendant la conférence où juste après, je me suis dit, tiens, on va peut-être refaire une conférence ici sur les sites un peu pittoresques du Mont-d'Or lyonnais. Donc ça a mûri un petit peu, plusieurs semaines, plusieurs mois après. Et puis je me suis dit, bah oui, je vais faire quelque chose, mais je vais l'axer sur les explorateurs, exploration, puisque finalement Michel Matret, Luc, moi, et puis bien d'autres, hein, vous aussi, on est tous plus ou moins des explorateurs. On a trouvé des choses, on a rapporté, on a écrit, etc. Et je me suis aperçu que on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers explorateurs. Il y en a eu bien avant, mais des quantités impressionnantes. Et ils ont tous, enfin en tout cas ceux qui sont connus aujourd'hui, bien après, des siècles après, ils sont connus parce qu'ils ont laissé des écrits. Et c'est grâce à ces écrits que je vais pouvoir vous rapporter un certain nombre de choses qui va alimenter la première partie de ma conférence. Je précise aussi, puisque avec Luc, on a quand même un long passé d'explorateurs ou de mondorophilie, j'aime bien ce terme. On entretient un site internet qui s'appelle Les Cahiers du Mont-d'Or, qui est accessible, c'est gratuit, machin, même si des fois il y a un peu de publicité parce que c'est des supports qui sont gratuits pour nous. La conférence, elle est aussi enregistrée et Luc procède après un montage. Donc le diaporama plus tout ce que je vais vous raconter ce soir, y compris les bêtises ou les bafouillages, ils vont être enregistrés puis vous pourrez les réécouter chez vous dans quelques semaines. Voilà. Oui, c'est mieux si c'est éteint. Alors, le plan que j'ai préparé, je vais commencer par vous parler des explorateurs des temps passés. Il y en a eu beaucoup, alors je ne vais pas être exhaustif non plus. Et puis ensuite, deuxième partie, et puis troisième, mais les parties, enfin, les curiosités naturelles en deuxième partie. C'est des sites un peu pittoresques que vous connaissez ou pas, qui sont pas très compliqués à trouver, mais il faut savoir où c'est. Et il y a des belles choses, des belles curiosités. Et puis j'ai choisi aussi des sites où j'ai appelé ça les traces de l'homme dans le milieu naturel. Alors, je ne vais pas parler de ce qu'on voit dans les villages ou dans les zones qui sont urbanisées ou occupées de manière assez dense. Je vais parler du milieu naturel et des traces de l'homme, mais qui sont très anciennes ou qui peuvent être très anciennes, qu'on peut trouver dans les bois ou dans un endroit bien particulier. Voilà. Et tout ça, ça fait le lien avec les acteurs dont je vais vous parler tout de suite. Donc, les explorateurs. Je vais commencer, on parle des explorateurs et jamais exploratrices. Bah oui, c'est comme ça. Il y a eu beaucoup plus d'explorateurs qui ont écrit. J'ai pas vu d'écrit d'exploratrices. Par contre, je vais commencer la conférence de ce soir par une actrice ligure. Donc, on est à l'époque 7, âge du bronze, dans les Monts d'Or. C'est une légende du Mont d'Or qui a été écrite par un dénommé Louis Fougerat au début du XXe siècle. Alors je vais vous décevoir, c'est une légende qu'il a inventée. On aurait voulu que cette légende soit rapportée par une tradition orale depuis la nuit des temps. Ben non, ça a été inventé au début du XXe siècle. Et l'ouvrage, on peut alors je l'ai récupéré, enfin, j'ai réussi à l'acheter il n'y a pas très longtemps dans une librairie de livres anciens. Il y en a plus beaucoup parce qu'il y avait une personne qui était présente à une conférence il y a peut-être 2-3 ans où j'avais parlé un peu de cette légende, qui a acheté le livre 15 jours ou un mois avant moi. Donc j'ai été obligé d'aller jusqu'à Saint-Étienne pour trouver ce livre, alors qu'il était à la Croix-Rousse un mois avant que je souhaite l'acheter. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc Manasque, c'est qui? Alors déjà Louis Fougerat, c'est un scientifique début du XXe. Le livre qu'il a écrit est en deux parties. Il y a une première partie qui est plutôt une espèce de dissertation sur l'occupation humaine du Mont d'Or à l'époque de l'âge du bronze. Et puis une deuxième partie qui est cette fameuse légende du Mont d'Or, dite Manasque, qu'il a inventé une pièce, mais c'est très bien écrit, c'est très bien dit, et en fait c'est quelque chose qui aurait très bien pu se passer, parce qu'il raconte cette légende avec des faits qui reposent sur des choses historiques ou des choses qui existent. Donc, moi, je suis persuadé qu'elle existait. C'est une vraie histoire, mais vous en pensez ce que vous voudrez.
Alors, c'est qui Manasque? Donc, il y a un petit dessin dans le bouquin. Ça se passe sur le mont Narcès, oui, c'est le mont Narcès, au niveau des Essarts, qui est une occupation ou une occupation humaine qui a été attestée depuis très longtemps, depuis l'époque du bronze et même avant. Hein, on a retrouvé des pièces, enfin du silex taillé sur les pentes du mont Narcès. Et dans ce dessin, donc on voit cette cité ligure avec des cabanes, hein, des constructions en pierre sèche, qui devaient aussi exister à l'époque de l'âge du bronze, parce qu'il y avait de la pierre à portée de main. Et puis au bout, là en haut, ça ressemble quelque chose au Montou. Quand vous êtes aux Essarts, sur le mont Narcel, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, c'est le Montou. Voilà, donc là, il y a une cité ligure qui s'est établie sur le mont Narcel. Et dans cette cité ligure, le chef de la cité, il s'appelait Pabosque. Il avait une fille, une jeune fille, qui était prêtresse du soleil, parce qu'à l'époque on adorait le soleil, on le vénérait. Et cette fille s'appelait Manasque. Et on était quelques jours avant la fête du solstice d'été. Et Manasque a demandé l'autorisation à son père pour aller du Lys Martagon, dans la vallée un peu en dessous de cette cité. Alors le Lys Martagon, il existe effectivement juste dans le vallon de Pain-et-Fournain, un peu plus bas, dans la vallée du Tout. Et à certaines années, je ne vois pas forcément toutes les années, certaines années, il y a quasiment, pas un champ, mais une quantité très impressionnante de Lys Martagon dans les bois. Alors il faut le trouver parce que c'est quand même assez broussailleux et il n'y a pas de sentier ou une ligne de chemin de chasseur pour s'y rendre. Il faut tomber sur l'endroit où il y a le plus de Lys Martagon. Donc on imagine Manasque qu'elle est avec ses servants. Son père lui a autorisé à aller, mais avec un serviteur qui était chargé de sa surveillance et de sa protection. Parce que les bois sont pleins de bêtes sauvages et le père voulait pas que sa fille soit blessée ou lui arrive une aventure. Alors évidemment, il y a tellement de Lys Martagon que Manasque enfile dans les bois. Vous voyez, c'est dense, hein, donc elle en veut toujours plus, elle va toujours plus loin. Et c'est vrai que c'est des belles fleurs. Du coup, elle s'aventure et puis son surveillant, entre guillemets, l'a perdu de vue. Et finalement, elle se fait enlever, kidnapper par elle qui était là. Il la prend sur son cheval et il la ramène à son village celte, qui était plus au nord, du côté soit de la plaine des Chers, soit moins loin, soit de Mont-Verdun, on ne sait pas bien. Fougerat n'en parle pas, mais je pense que c'était sous le Mont-Verdun, vers la Glande notamment. Donc elle est enlevée, son garde du corps est complètement désespéré, ses servantes pareil, ils rentrent vite au village, ils préviennent son père, Pavos, en disant bah voilà, elle a été enlevée, c'est très ennuyeux, ça doit être un celte, on a retrouvé des traces de flèches celtes là où elle a été enlevée. Donc le père a dit bah c'est pas compliqué, on va y aller, on va aller la récupérer. Donc ils ont préparé une expédition le lendemain ou le surlendemain. Ils ont été tenir le siège de cette cité celte qui était en pierre avec des murs en pierre qui encadraient c'était comme une petite cité fortifiée. À l'époque du bronze, c'était assez courant de faire des villages avec des fortifications et les pierres du lieu. Ils parlementent, mais Ambiorix n'a pas envie de rendre Manasque. Sauf que il y a une éclipse qui intervient au moment où il parlemente et au moment où Pavosque menace les Celtes des pires maux, des pires catastrophes climatiques. Et là, Ambiorix commence à avoir peur. C'est pour ça que Fougerat date ça de moins 1927 avant Jésus-Christ, puisqu'il y aurait eu une éclipse en moins 1927 avant Jésus-Christ, dans les Monts d'Or. C'est ce qui est écrit. Ça n'a pas été vérifié. Du coup, ça a fait réfléchir Ambiorix, qui finalement a dit ben ouais, je vais quand même la rendre, c'est bon, on n'aura plus de soleil, on va être puni, ça va être horrible. Donc il roule la grande pierre qui fermait l'enceinte du village. Et là, je vous ai mis une pierre, je suis dans le vallon de Pain-et-Fournain, une pierre ronde, levée, qui aurait très bien pu servir de fermeture à l'enceinte. Bon, c'est moi, c'est simplement pour vous donner une échelle de cette pierre. Mais il y a une pierre isolée, levée,
dans ce vallon de Pain-et-Fournac qui est toujours très lente. On n'a jamais compris si elle était levée naturellement ou pas. Donc, on peut se poser plein de questions sur ce type de pierre. Donc voilà, Manasque revient chez elle avec son père, et puis ça se passe pas comme prévu. Elle mange plus, elle est malade, elle est toute blanche, elle fait des cauchemars la nuit, et son père est très, et une nuit, il l'entend crier « Ambiotrix, Ambiotrix !» Alors, il a vite compris, le père, que Manasque était tombée amoureuse de son ravisseur, le syndrome de Stockholm à l'âge du bronze. Donc, Pavos se dit, bon, ben, on va aller chercher Ambiotrix, c'est pas possible, on va faire l'appeler, puis on va le chercher. Donc, il envoie des messagers au village celte, il explique, Ambiotrix, ok, bon, bah j'y vais, c'est quelque part peut-être que l'amour était réciproque. Et du coup, Manasque retrouve le sourire, tout va bien, il prépare un beau mariage. Et c'est à partir de ce moment-là que finalement les Ligures et les Celtes se sont alliés. Les Ligures n'étaient pas forcément copains avec les Celtes, ils venaient du nord d'Italie, ils ont traversé les Alpes, ils ont été un peu gênés par le Rhône, donc ils sont restés en rive gauche du Rhône, ils ont remonté le nord, puis à un moment donné, ils sont arrivés dans les Monts d'Or. Et puis au moment de l'histoire, ma foi, ils se sont alliés avec les Celtes, et puis ils ont continué à progresser, mais en toute, je dirais, sans se faire la guerre. Donc ils se sont mariés, et moi je dis que ça c'est la caborne qui est dans le vallon de Paris. Ils ont passé leur vie de noces dans cette caborne. Alors cette caborne, elle est super parce que c'est pas une caborne comme les autres, on l'appelle la caborne sans fond. On n'est pas très loin de la pierre levée que je vous ai montré là, juste avant. Caborne sans fond parce que elle n'a pas de le fond de la caborne, c'est des blocs de grès, un peu comme les dolmens. En fait, la caborne, il y a des pierres sèches qui sont empilées, mais derrière, c'est des blocs de grès. Un bloc de grès horizontal qui fait le toit, le plafond de la caborne. Et puis voilà. Donc Michel Garnier en parlait beaucoup dans ses bouquins. Michel Garnier, c'est un explorateur des temps modernes, qui disait, enfin, pour lui, c'était une caborne dolménique. Bon, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais on peut le penser ou on peut le supposer. Donc moi je dis, je vais plus loin, et ils ont passé leur vie de noces dans cette caborne. Et pour terminer, dans le même secteur, je me suis couché exprès sur cette grande, qui est un bloc de grès, qui est très curieux parce qu'il est, il est strié, il y a des, vous voyez, enfin, je les vois pas trop, mais il y a une dizaine de stries, donc ça c'est pas naturel. Et puis surtout, c'est plus qu'une cupule, elle est percée, carrément percée. Il y a toujours de l'eau, toute saison, mais en pleine saison. Et on traverse, donc c'est une pierre percée. Et moi je dis que cette dalle, finalement, c'est la pierre tombale d'Ambiotrix et de Manasque. Voilà. Et tout ça, c'est dans le même quartier, c'est dans le vallon de Pain-et-Fournac, qui est un des vallons les plus sauvages du Mont d'Or. Peu de chemin pour y aller. Enfin là, il faut sortir qui est plus ou moins balisé pour aller trouver ces choses un peu particulières. Voilà, j'ai commencé par cette légende parce que je me dis, c'est quand même, ça vaut le coup d'être raconté. Et puis quand même, Michel Garnier, dans ses livres, il avait trouvé une stèle, celle-ci, qui est en photo dans son livre, qui était pas très pierre levée, la pierre ronde, où on voit des marques je crois, de rayons de soleil, je ne sais quoi. La stèle faisait à peu près 50 cm sur 70 cm, une pierre, qui était par terre. J'ai jamais retrouvé. Je me demande si quelqu'un l'aurait pas prise après avoir lu les livres de Garnier en disant tiens, il y a peut-être une pierre, machin. Bon, elle est peut-être encore enfouie sous des ronces et tout, mais pourtant j'ai bien cherché, je l'ai pas trouvée. Mais ça témoigne quand même qu'il s'est passé quelque chose dans ce vallon. Et ça, cette pierre ce bloc de grès, il existe encore, on peut pas l'enlever, il est scellé dans le sol. Et il est aussi abondamment marqué dans tous les sens. Alors, c'est peut-être pas très ancien, c'est peut-être des traces d'aiguisage, je crois, du XVIIe, du XVIe, on sait rien, mais c'est peut-être très ancien, on n'en sait rien. On a fait venir d'ailleurs avec Luc Bolévy, une archéologue de la ville de Lyon, un spécialiste des pierres. On n'a pas réussi à avoir d'indice qui permet de dire c'est ancien, c'est pas ancien. Voilà. Mais justement, c'est ce qui permet de rêver. Et moi, je dis ça, je pense, c'est Ambiotrix qui a aiguisé ses lames sur ce bloc de grès.
Voilà. Donc ça, c'était la première histoire totalement inventée ou totalement véridique. Hein. Faites ce que vous voudrez. Moi, mon avis est fait. Et je vais passer aux explorateurs romains que j'ai pas pu photographier. Hein. J'étais pas là à l'époque où ils sont passés, mais c'est sûr qu'ils sont passés. Là, par contre, c'est pas une légende. Et ils sont passés à partir du moment où ils ont colonisé la Gaule et fondé la ville de Lyon, enfin l'Autonome. La première chose qu'ils ont cherché, les Romains, c'est d'amener de l'eau. Il fallait de l'eau dans toutes les villes, il fallait de l'eau pour les thermes, il fallait de l'eau pour les fontaines, il fallait de l'eau pour alimenter les villas. Il n'y avait pas d'eau dans une ville romaine digne de ce nom. Donc il fallait énormément d'eau. Ils ont forcément crapahuté en travers dans les monts d'or. Ils y sont pas allés avec un GPS, ils sont pas allés avec les trépieds des géomètres qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont eu leurs outils de l'époque, donc Corobat, qui est ici, là, qui est un matériel, c'est une table avec un niveau d'eau et des fils à plomb. Ça permet de l'altimétrie et de faire du nivellement. Et puis la Groma, ici, c'est un peu comme une équerre qui permet de viser et de mesurer des angles. Voilà, donc faut imaginer ces Romains avec peut-être des esclaves, des, euh, des légionnaires, apporter ces outils assez compliqués à porter pour les amener en haut, en bas, dans tous les vallons, etc. En tout cas, ils ont réussi hein, à faire leurs mesures, à cartographier, à topographier et à construire un aqueduc. L'aqueduc, le tracé de l'aqueduc, c'est ça. À gauche, c'est le tracé de l'aqueduc donc en bleu, et à droite, je vous ai mis finalement un plan topographique coloré du Mont d'Or. La source de l'aqueduc, elle est à Polémieux, justement dans le vallon de Pain-et-Fonda, dont Manasque et Ambiotrik se sont étreints de noces, par la fameuse Caborne. Donc les Romains finalement ont capté la source du tout ici. Et alors il fallait aller à, je crois, une quinzaine de kilomètres ou une douzaine de kilomètres jusqu'à la colline de Fourvière. Ils pouvaient pas le faire en ligne droite parce que vous voyez le relief, on est ici et l'altitude, il fallait garder l'eau à la bonne altitude. Hein. L'aqueduc est quasiment un ouvrage quasiment plat. En gros, il faut rester entre la couleur jaune et verte, ou bleue et verte. Du coup, vous voyez la topographie et vous voyez le cheminement de l'aqueduc que les Romains ont dû imaginer en fonction de la topographie. C'est pour ça qu'il fait finalement 26 km pour une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. Voilà pour les Romains. J'ai pas de photos de Romains qui ont construit l'aqueduc, mais ils ont forcément existé. Autre explorateur, alors ça c'est plus récent, c'est les géologues. La particularité du Mont d'Or, c'est que c'est quand même un massif calcaire très intéressant avec beaucoup d'histoire géologique, de dépôts, hein, de calcaire, de marne, des montées des océans, des niveaux d'océan qui montaient, qui descendaient, etc., avec plusieurs couches calcaires et marneuses différentes. Et en 1966, 1866, oui, j'ai dit 1900. Ah bon, c'était presque l'année de ma naissance. 1866, Falzan et Locard, deux géologues, ils ont passé des années à crapahuter dans les monts d'Or pour écrire une monographie géologique et produire une belle carte géologique qui est celle-ci, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet. Alors Falzan était un géologue, son père était, je crois, un soyeux lyonnais. Locard, et c'est intéressant, c'est le fils d'un ingénieur qui a construit des ouvrages de ferroviaire de Lyon à Saint-Étienne et le pont de Perrache aussi sur le Rhône. Et le fils de Locard, c'était le créateur, c'est un criminologue, c'est le créateur de la police scientifique. Voilà. Et la rue Falzan qu'on trouve à Lyon touche la rue Pierre Termier, qui est aussi un géologue et qui est à Collonges. Mais Pierre Termier était un peu plus jeune, il n'a pas beaucoup crapahuté dans les monts d'Or, il a plutôt crapahuté dans les Alpes, de ce que j'ai compris. Alors cette carte, elle est géniale. Là, je vous ai centré sur Collonges, parce qu'on est à Collonges. Hein. Si un jour je fais la conférence à Saint-Cyr, à Saint-Didier, ben, je mettrai le truc qui va bien. Et vous voyez comme c'est intéressant. Donc là, on est en 1866, et vous avez finalement une photo aérienne, entre guillemets, de Collonges, en 1866.
On voit le village, il est clairement dans le Vieux-Collonges. L'église, elle est ici, la nouvelle église. Donc la salle des fêtes, elle est là, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on voit dans cette carte? On voit les carrières, ici les carrières de pierre jaune, là, les carrières de Gorgerat, Gorgerat, au-dessus du Vieux-Collonges. On voit les sources qui sont notées avec un rond et un point ici. Donc ça, c'est la source de Mongelat, la source des Brézieux, ici. Là, il y a une grosse source. Il y a un double rond, ça débitait beaucoup. On est au château de la Chaux. Je la connais pas, cette source. Le Clos Berger, ici. La voie ferrée PLM, qui venait d'être construite à peine 10 ans plus tôt. Moiran, que vous connaissez bien. Château-Rayon, on le voit ici. L'aqueduc des Monts d'Or, on voit ici, c'est Spaghetti. On est dans le Vallon d'Arche à Saint-Romain. Ici, on voit des vestiges d'aqueduc qu'ils ont repérés. Voilà, donc et puis aussi on voit des petites étoiles ici et des petits marins. Donc c'est aussi des traces, enfin des activités minières. Donc ce type de carte, ça fourmille de détails et de trucs intéressants, et ça surtout intéressant, c'est que ça donne l'état du contexte à l'époque de la carte, donc au milieu du 19e siècle. C'est très intéressant. Vous avez tout le monde comme ça, qui est cartographié. On peut zoomer comme on veut. Vous voyez, une photo que j'ai prise sur Internet. C'est sur l'école des mines de Paris. On trouve l'ensemble de la monographie et cette carte. Parce que si vous allez à la bibliothèque de Lyon, Pardieu, dans les fonds régionaux, vous allez trouver la monographie. En vrai, l'édition originale. Mais la carte n'y est plus. Bah oui, elle était détachée du livre, quelqu'un l'a piqué, quoi. Donc le seul moyen de voir la carte, c'est soit d'acheter le bouquin dans les librairies anciennes, c'est assez cher, soit d'aller sur Internet. Alors je continue un peu dans les différents explorateurs, parce qu'il y a des sérieux, il y a des moins sérieux. Là, on va continuer dans les sérieux, je vais appeler ça des aqueducologues. C'est des archéologues qui étaient essentiellement concentrés sur la connaissance des aqueducs lyonnais, pas que l'aqueduc du Mont d'Or, mais les aqueducs qui alimentaient Lyon. Un des plus anciens, c'était Delorme, donc 1760, et puis Flachéron, 1840. Alors eux, ils faisaient pas ça pour la beauté du geste, ils faisaient ça dans l'idée de finalement restaurer ces ouvrages pour alimenter en eau la ville de Lyon, qui avait des besoins croissants. Voilà, c'était surtout leur motivation. Et puis ensuite est venu Gabu, 1889, et Germain de Montausan, 1909. Donc c'est des personnes qui ont beaucoup crapahuté. Je prends juste un extrait, donc Flachéron, 1840. Il écrit, cet aqueduc commence au fond du vallon de Polémieux, donc c'est à la source. Hein. Cette source, à sa sortie de terre, est entourée de murs recouverts d'une voûte. Là, on est dans le captage d'époque Flachéron. On n'existe plus, hein, la pièce voûtée, elle était démolie, mais Flachéron 1840 explique que y a un captage, un peu comme celui de Saint-Romain, avec une voûte, et coule dans un souterrain de quelques mètres de longueur avant de se jeter dans un réservoir d'où elle sort avec rapidité, hein, il parle de l'eau, de la grosseur de la cuisse d'un homme. Et là, vous allez, alors je suis un peu à l'aval de la source citée par Flachéron. Je suis à la sortie finalement, un peu à l'aval du lavoir des Gambas, hein, puisque c'est là que ça se situe. De là, à toute saison, il y a de l'eau qui sort, et vous voyez, c'est la grosseur de la cuisse. Hein, c'est toujours pareil. Il faut savoir qu'on est toujours dans le vallon de Saint-Fournin, hein, le vallon de Manas qui est dans Biotrix. Ce vallon est préservé depuis, j'allais dire, la nuit des temps, il n'a pas été bâti. Donc l'impluvium, il n'y a pas eu d'imperméabilisation des sols, et la source des Gambins est toujours alimentée, été comme hiver, et ça débite toujours autant. Et puis un aqueducologue fort connu, peu récent, 1987, Jean Burdi, qui est le spécialiste, vous le connaissez sans doute plus ou moins, c'est celui qui a fait quasiment toutes les monographies récentes au début des années 80 et 2000 sur les 4 aqueducs antiques de Lyon. Donc il a son premier travail, ça a été de s'occuper de l'aqueduc romain du Mont d'Or. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises avec lui, j'ai échangé beaucoup avec lui, puisqu'on avait trouvé aussi des vestiges d'aqueduc que lui n'avait pas vus, donc on l'a emmené sur le terrain. Il nous a montré aussi des trucs qu'on avait du mal à voir, donc on a fait pas mal d'échanges. Et à tel point que bon là il a un peu passé la main, il arrête de crapahuter, quel âge il a 95 ans hein, aujourd'hui. Et une partie de ces archives, il les a remises donc à l'Académie des sciences et
ou Académie des sciences et belles lettres de Lyon, à laquelle il appartient. Et une partie des archives qui sont des notes et des papiers, il me les a remis. Et j'ai notamment des plans dits les plans Courly, communauté urbaine de Lyon à l'époque, 1973. Donc c'est pas Falzan et Loca, mais c'est pareil, une vue de dessus topographique. Donc j'ai toute la série des plans de la communauté de Lyon en papier des Monts d'Or. Et pareil, on a plein d'informations sur les chemins qui existaient à l'époque, sur les constructions et puis sur la topographie. Juste un petit détail, ici, on est sur le Mont-Simbre, entre Saint-Romain et Collonges. Ça, c'est le chemin qui va du cimetière de Saint-Romain et qui fait une épingle à cheveux qui monte jusqu'à la porte à Corrières, à Collonges. On voit des choses, alors on voit même les notes de Jean Burdi, il a relevé ici l'Aqueduc, ici, et ici, là, sur le chemin, il doit y avoir ici un truc au crayon. On voit l'Aqueduc du chemin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais si vous faites attention, dans le sens de la montagne, du mont Simbre, on peut voir l'intérieur de l'Aqueduc romain. Ce qui est intéressant, on voit aussi l'activité, là, il y a une activité humaine qui a généré, c'est une ancienne mine, enfin une ancienne carrière d'argile pour faire ou je ne sais quoi, donc sur Saint-Romain. Et puis là aussi, il y a une activité un peu qui a perturbé la topographie, mais là, il y avait une mine de fer. Voilà, donc c'est pareil, il y a plein d'informations sur ces cartes, et c'est un vrai régal de les regarder, puis de croiser ces cartes avec les visites de terrain, on voit plein de choses. Alors, il y a des explorateurs un peu surprenants qui sont les curés. Ça m'a beaucoup étonné, ils ont beaucoup écrit, alors c'est bien. Je pensais qu'un curé, il était plutôt pour explorer l'âme des paroissiens. Il y en a quelques-uns, ils ont plutôt exploré les Monts d'Or. Alors, le curé de Saint-Romain, curé Arquillière, lui, est allé beaucoup à Collonges dans les jardins dits de l'Ermitage, mais c'est voilà, c'est la Pélonnière. Les fameuses folies Guillot, du nom de Monsieur Guillot, qui était tout sauf fou, qui avait créé un jardin un peu de repentance avec des statues. Il y avait toutes les statues de la Bible, des prophètes de la Bible qui étaient dans son jardin, assez en pente, au-dessus de la voie ferrée. Donc c'est quand même, fallait le vouloir pour aménager des petits chemins et des statues partout. Donc le curé Arquillière, il en a fait un petit bouquin, un petit verre. L'abbé Beauvry, 1977 à Limonest. Alors lui, il s'est transformé en archéologue au moment de l'ouverture d'une carrière d'argile pour faire des tuiles à Limonest. Le premier coup de pelle de l'entrepreneur est tombé sur des vestiges du silex, des pièces un peu en bronze, de différentes époques. Donc ils ont commencé des fouilles. Ils ont fait des fouilles avec l'autorisation des archéologues de Lyon, qui n'ont pas souhaité ou qui n'avaient pas la possibilité de faire des fouilles dans les Monts d'Or parce qu'ils étaient bien occupés avec Fourvière et Dieu-Lyon. Donc ils ont finalement laissé Beauvry et l'exploitant de la carrière d'argile faire leurs propres fouilles. Alors ça a été plus ou moins encadré par l'université de Jean Moulin Lyon 3. L'abbé Beauvry a fait un petit mémoire de maîtrise. Bon, c'est pas très scientifique, il faut bien reconnaître. On a du mal à s'y retrouver. Par contre, quand même, il dit, il y a quand même des choses intéressantes, hein, des pierres, du silex taillé, époque néolithique, des pièces aussi de bronze, donc âge du bronze, et puis aussi des vestiges ou des pièces gallo-romaines. Donc il y a quand même une succession d'époques qui se sont et d'occupations humaines qui se sont donc succédées à la Glande. Hein. Aujourd'hui, c'est un terrain de 4x4. Donc on imagine les ancêtres qui habitaient là se faire parcourir par des gros 4x4. Un jour, je me suis dit, il faudrait que je vienne parce que le terrain est quand même ouvert. Je suis sûr qu'avec les 4x4, effectivement, ça remue de l'argile. Je suis certain qu'avec l'œil un peu exercé, on pourrait trouver des choses intéressantes. C'est dans ce mémoire de maîtrise que l'abbé Beauvry cite un mur qui a été éventré, enfin ils ont fouillé, ils ont trouvé un mur de fortification enterré de 3 mètres d'épaisseur, je me souviens plus. Et en fait, il y aurait eu une cité
l'âge du bronze, sur cette hauteur qui est quand même bien placée. On est sur un éperon, il y a une falaise de quelques mètres qui protège, et puis sous le mont Verdun. Et du coup, ça fait penser à la cité celte qui aurait pu être en concurrence avec la cité ligure du César. Mais là, c'est clair qu'il y a eu une occupation humaine à l'âge du bronze de ce site, comme aux Essarts. C'était les deux sites du Mont d'Or avec une attestation humaine remontant, je dirais, à l'âge de pierre. Pas mon âge, mais à l'âge du silex. Voilà. Et puis au milieu, j'ai laissé donc un livre qu'a écrit l'abbé Duplain, le curé de Saint-Cyr, fin 19e. Alors, j'ai bien aimé, j'ai mis quelques extraits. Donc l'abbé Duplain, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a beaucoup écrit sur un de ses prédécesseurs, sur l'abbé Ranchon, qui était son prédécesseur un siècle plus tôt. Et il a dit, alors il rapporte beaucoup ce qu'a fait l'abbé Ranchon, en parlant de lui. La plupart de ses notes ont trait, sans doute, aux préoccupations premières du curé, soins spirituels donnés aux habitants, entretien de l'église, etc. J'aime bien ce sans doute. Je pense qu'il en doute. Je pense qu'il en doute parce qu'il ne rapporte aucune préoccupation première du curé. Tout ce qu'il rapporte après, c'est ce que le curé Ranchon a rapporté dans ce registre. Finalement, toutes les chroniques de la météo, des récoltes, des vignes, etc. Et puis quand même aussi, il se faut occuper des biens matériels. À un moment, il faut que les paroissiens donnent un petit peu d'argent pour contribuer à l'entretien de l'église. Voilà. Alors l'abbé Duplain, il se trouve, ça c'est Gabu qui raconte ça dans des écrits qu'il a laissés dans la revue du Lyonnais, qui est une revue de société savante où il y a énormément d'informations archéologiques, historiques, etc., qui ont été reportées au XIXe siècle par tout un tas de scientifiques, entre guillemets. Et Gabu, dans l'un de ses rapports, de ses écrits, cite les nombreuses visites qu'il a fait avec l'abbé Duplain pour aller chercher l'aqueduc romain, trouver des vestiges d'aqueduc à Saint-Cyr ou à Saint-Didier. Voilà. Donc l'abbé Duplain a passé du temps, non seulement à rapporter ce que faisait son prédécesseur 100 ans plus tôt, mais aussi il a passé beaucoup de temps sur le terrain pour trouver des vestiges d'aqueduc. Et puis, autre série d'explorateurs, j'ai appelé ça les mondorophiles. Au fin 19e, début 20e. Plutôt des poètes qui se sont baladés dans les environs de Lyon, puis ils ont écrit un peu comme ça leur plaisait, leurs impressions des villages traversés. J'ai dû faire une citation d'Aimé Vintrinier, donc 1884, parce que ça vaut s'opposant de cacahuètes. Il écrit en début, quand il parle des monts d'or, « Est-ce le résultat de ces croisements singuliers? Cela tient-il simplement à la position au sol, à l'air pur qu'on respire, à l'aisance dont on jouit? Mais toute cette population du Mont d'Or, dont vous faites partie, aujourd'hui, est belle, intelligente, énergique, sont fraîches, gracieuses et jolies, mesdames? Les hommes, forts et durs au travail. Au fond, le sang gaulois domine avec sa pétulance et sa gaieté que dirige et modère la droiture, la probité et le bon sens. » C'est pas beau, ça? Bon, on est à la fin du 19e, on est encore nos ancêtres les Gaulois. Et très chauvin sur les monts d'Or. Alors, un truc sur Collonges que j'ai trouvé, alors ça c'est Monsieur Josse, aussi, ça je sais pas, les anciens peut-être. Là, donc, on a une gravure de la vieille église. Il y a une tradition qui est rapportée par Monsieur Josse, qui dit que des mariages, à la sortie de l'église, la mariée devait jeter un verre d'eau par terre, et le verre devait se casser. S'il se cassait pas, le mariage était pas terrible. Et plus il y avait de morceaux, plus le mariage était réussi. Je ne sais pas si les Collongeards vous êtes au de cette légende, mais c'est Monsieur Josse qui la rapporte. Autre explorateur, j'ai appelé ça les cabornophiles. Il y en a eu quand même pas mal. Il y en a encore aujourd'hui, beaucoup de cabornophiles. Toutes les associations de restauration des cabornes sont des cabornophiles. Et pour être cabornophile, il y a des explorations pour aller les recenser et voir ce qui peut être réparé, etc.
Et Dieu sait si on voit le travail formidable qui est fait sur le terrain. Je crois que c'est plutôt les mardis après-midi qu'il y a du monde qui travaille, mais on s'en aperçoit. À chaque week-end qu'on sort, on trouve des nouveaux murs en pierre sèche et des nouvelles cabanes en construction restaurées. Là, c'est une photo d'Ernest Langlade, 1930, qu'on trouve aux archives départementales. Il y a tous les albums photos des cabanes de Langlade. Et ça, c'est Langlade qui a dû se faire prendre en photo. Je ne sais pas si vous savez où c'est. On est à Saint-Cyr. Voilà, j'ai fait au février 2016. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Là, mars 2021, vous voyez que le Chira a été restauré par ces associations. On est dans alors ce que Michel Garnier appelait le vallon de la Tuile, je l'appelle encore le vallon de la Tuile, c'est au-dessus de la Jardinière, à Saint-Cyr. Le nom de la bande, je ne sais pas si elle a un nom, cabane de la Tuile. Saint-Didier. Ah, c'est les experts. Ouais. Elle a un nom, cette cabane? Ben, celle de la Jardinière. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était un peu le partateur. Et puis ensuite, je vais enchaîner sur des photos des sites un peu que vous connaissez ou pas. Donc ça va être un petit peu foisonnant, mais j'ai essayé de serrer les photos pour que ce soit à peu près logique. Le trou à tonton. Alors le trou à tonton, c'est Michel Garnier qui en parle dans ses bouquins. J'ai jamais su où il était. J'ai cherché pendant longtemps, une après-midi avec les associations Michel Matret, Bernard Coquet, et puis je sais plus qui, on était plusieurs à chercher le trou à tonton sur le Mont Cimbre. Michel Garnier parlait d'une petite dépression sur le flanc est, nord, sud, je ne sais plus. On l'a pas vraiment trouvé. Et puis un jour, je croise un chasseur. Je lui dis, vous connaissez le trou à tonton? Ah oui. Ah bon? C'est où? Il m'explique, j'y vais, c'est là. Bon, je ne sais pas si c'est le trou à tonton de Michel Garnier, mais c'est le trou à tonton que les chasseurs appellent. Voilà. C'est un trou, a priori naturel. Faut faire gaffe de ne pas tomber dedans, il y a quand même quelques mètres. Et voilà, vu de dessous, on peut y accéder par le bas. Donc ça forme, vous voyez, une espèce de petit abri sous roche qui est a priori naturel. Hein. Mais il faut faire gaffe de ne pas tomber quand on est au-dessus. On n'est pas loin du chemin qui fait le tour du Mont Cimbre à Gorgerade. Et il y a du lys Martagan juste au-dessus. Alors toujours sur le Mont Cimbre, c'est quand on cherchait le trou à tonton, on est tombé sur ces grandes failles qui sont un peu des grottes, on appelle ça des bases, hein, c'est des fractures du calcaire dans le sens vertical. Faut faire gaffe parce que des fois, il y a des feuilles mortes sur le Mont Cimbre, il est bourré de trous comme ça, de fractures. On a vite fait de tomber, il n'y en a pas qu'une, hein, de fractures comme ça. Mais Dieu merci, c'est très pentu, on n'a aucune envie d'y aller, et il y a entier pour y aller non plus. Autre trou, grotte, on est aussi à Saint-Romain. Alors je ne vais pas vous faire toute la série des grottes parce qu'il y en a quand même beaucoup. On est quand même dans un milieu calcaire qui a été érodé, creusé naturellement ou pas. Là, c'est la grotte de Saint-Hubert, ou la Goule au visage, ou la grotte du Ravin d'Arche. C'est les toponymes, il y a autant de personnes qu'il y a du nom quasiment. On y entre d'un côté et on en sort de l'autre. Il y a une centaine de mètres à parcourir. C'est faisable. Les spéologues l'ont fait. Je l'ai fait une fois avec un spéologue, parce que moi tout seul, je vois même avec des non-spéologues, j'y vais pas. J'ai dit, tiens, je t'emmène, je te montre où c'est, tu passes devant, je te suis. J'étais pas rassuré, mais lui, je savais qu'il était rassurant. Et vous voyez, on voit, il faut passer dans ces trucs quand même un peu étroits, et puis on voit ces espèces c'est des rognons de silice un peu noirs. C'est pas du calcaire, ça n'a pas été dissous par l'eau ou autre. Donc on passe dans ces endroits un peu fantastiques. Ça s'appelle la Goule au visage parce que c'est quelqu'un de Saint-Romain qui me disait, quand on y allait quand on était petit, avec les bougies ou les lampes de poche, dans ces goules, entre guillemets, il y avait plein de bras. Et du coup, on voyait des visages dans tous les sens. Donc c'était un peu les dessins animés, ça faisait un peu peur. Je reviens à quelque chose un petit peu plus sérieux. Ça, c'est alors pareil, il y a deux noms. Moi, j'appelle ça le trou de Chanelette. On est à Saint-Romain, dans les anciennes carrières. Certains appellent porte de l'ours, parce qu'il y a des gens qui ont dû marquer ou taguer ours la peinture dans la grotte.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Ernest Chantre qui rapporte que ce trou, cette grotte, les Carriers, alors je sais pas bien quand, mais ça doit être au 18e ou 19e, était tombé sur quand même pas mal de squelettes humains, des crânes. Et du coup, Chantre, qui était plutôt un géologue ou un paléontologue ou enfin un scientifique multicarte du 19e, s'est dit bah, il y avait sans doute peut-être une nécropole ou une station celtique avec un endroit où on a pu déposer les morts. Voilà. Enfin, il pose cette question parce que mais les carriers ils s'en fichaient hein, à l'époque. Ils ont évacué ça avec les déchets et ça s'est perdu. Autre trou que j'ai cherché un certain temps, toujours pareil, c'est Michel Garnier qui en parlait, la Goule du Verdun. La Goule du Verdun, il disait que c'était juste sous le sommet du Mont Verdun. Alors, le sommet du Mont Verdun, c'est la base aérienne, hein, avec les radars, les grillages et tout ça. J'ai tourné pendant des mois, des semaines, alors week-end, hein, pas la semaine, dans mes balades pour essayer de trouver l'entrée de cette goule. J'étais aux limites des clôtures, machin, dans les ronces, j'ai jamais trouvé. Puis un beau jour, je m'écarte un peu du sommet, je traverse la route, je vais sur le sommet d'à côté et je tombe sur cette goule. Elle fait une trentaine, quarantaine de mètres de profondeur. Donc c'est pareil, hein, c'est une fracture, une diaclase, qui est pas très confortable, qui est pas très intéressant. Mais voilà. Alors la goule du Verdun, c'est ça. Et ne pas confondre avec la poule du Verdun. La poule du Verdun, c'est la poule que devait remettre au seigneur de Paul-les-Mieux le 11 novembre. La poule qui devait remettre en échange du droit de package de leur bête sur les prés du seigneur de Paul-les-Mieux, qui n'était pas quelqu'un de très pratique parce qu'il a terminé, sa tête a été mise sur un pic. Hein, pendant la période révolutionnaire, on l'a trucidé, et même que certains rapports sont terminés par du cannibalisme. Mais bon, je ne reviendrai pas plus de détails. Autre une cascade, je ne sais pas si vous vous baladez, si vous savez que ça existe. Elle n'est pas permanente déjà, donc du coup c'est plus facile, enfin c'est plus difficile à trouver. En général, après 2-3 jours de grosse pluie, j'y vais pour voir, mon ça c'est un plaisir de cette eau qui coule, ça fait quand même du bruit. Je vous dis pas où c'est, mais c'est pas compliqué, il suffit de suivre le chemin de l'eau en général. Donc on arrive à trouver. Et il y a beaucoup de calcaire, donc c'est aussi j'ai oublié le nom. Voilà, du tuf, carrière de tuf. Alors, je vous dis quand même à peu près dans quel secteur c'est. On est vers la Roche-Percée. La Roche-Percée, il y a un chemin de randonnée, un sentier qui passe, donc ça vous, voilà, je vous donne cette indication. Il y a aussi une petite grotte, j'appelle ça le trou de la chèvre, parce qu'on a l'impression qu'il y a une chèvre qui est passée à travers la roche. Le site de la Roche-Percée est assez intéressant. C'est que si je reviens sur la carte géologique de Fazan-et-Locard, on a quasiment 2 kilomètres de petites falaises de pierre, dont la Roche-Percée est à peu près au milieu. Ben voilà, vous avez compris, maintenant vous avez 2 kilomètres à faire dans les bois le long de la falaise, et à un moment vous allez tomber sur la cascade. Un jour, je suis tombé sur un renard d'ailleurs, qui était dans le. Enfin, c'est sympa parce qu'il y a quand même pas beaucoup de monde qui longe ces petites falaises. Bon, je suis pas dans le bon sens, sinon. Autre curiosité, alors ça c'est la pierre Bécua à Chasselet. Michel Garnier en parle dans ses livres. Pareil, il faut sortir. On n'est pas loin des sentiers, mais là c'est le bon moment pour aller la repérer parce qu'il y a végétation. C'est une pierre la forme a donné le nom puisque c'est une forme de bec. C'est quand même assez gros, assez haut. On peut se promener au-dessus. Mince, je vais trop vite. On peut se promener au-dessus. Michel Garnier disait qu'il y avait une croix qui était sur cette. J'ai jamais vu de support de croix au-dessus, mais bon, s'il le dit. Et puis j'ai trouvé, alors c'est à Limonest, une petite pierre Bécua dans un endroit impossible à trouver. Je suis incapable d'y retourner. Bon, il faut quand même passer sous côté de l'ancienne clôture délabrée.
parcourir la difficulté, enfin le problème, les terrains sont privés, hein. Quasiment tous les terrains, même s'ils sont pas fermés, ils sont privés. Donc, je ne vous encourage pas évidemment à faire des explorations de partout. L'intérêt de ce que je vous demande des photos, c'est pas pour d'aller derrière, simplement, c'est que c'est amusant de voir des curiosités géologiques. Ça, c'est ce que j'appelle la petite pierre de Bécua. Elle est en grès sur Limonest. Et puis, bon, ça, c'était pour terminer la partie site naturel. On dirait un Gargantua. Bah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les diamants sont éternels. C'est à Curis, hein, une ancienne carrière, avec, quand on regarde de près, les calcifications, la calcite, on a l'impression d'avoir des mines de... Voilà. On peut rêver, hein. Ça vaut rien, mais c'est le bon. Voilà. Ensuite, là, je vais enchaîner sur toujours dans le milieu naturel, mais les traces de l'homme dans le milieu naturel. C'est assez intéressant et là, ça permet aussi de comprendre un certain nombre de choses. Là, c'est le site de Montmain. C'est un petit éperon qu'on appelle un éperon barré. Alors, ça se voit pas trop sur les photos, ça rend très mal. Le sommet de l'éperon, il est ici. On a une très belle vue, hein, donc stratégiquement, c'est un lieu qui a été occupé peut-être depuis l'époque gallo-romaine, voire même avant. Au sommet, on a des blocs je sais plus, c'est pas du grès, ça doit être du gneiss, enfin je sais plus bien. C'est sans doute naturel, hein, si c'est un que c'est plus dur à éroder et ça a résisté à l'usure du temps, donc il apparaît des blocs, comme ça qu'on a des chaos granitiques sur les sommets de certains crêts. Et puis, donc cet éperon barré, il a quand même été documenté un petit peu, fascicule de pré-inventaire de Chasselet, c'est la photo à gauche, là, où on voit qu'il y a effectivement un fossé et une levée de terre, donc il y a quand même un site défensif. Et d'après donc cette fascicule des pré-inventaires, ça pourrait dater de l'époque gallo-romaine. Voilà. Pour y aller, je vous explique en 3 mots. Alors c'est très facile quand on connaît bien les monts d'Europe. Prenez le sentier de la Colla. Vous arrivez à la cabane de la Colla. À la cabane de la Colla, vous piquez à droite. Vous faites 200, 300 mètres et vous arrivez sur l'éperon. Voilà, vous savez où c'est. C'était un peu les explications de Michel Garnier. C'est ça qui faisait plaisir, c'est qu'on a envie d'aller sur le terrain, fallait se forcer à aller chercher sans GPS, sans rien, et puis c'est la curiosité qui fait découvrir des tas de choses. Ça, par exemple, là on est dans le bois de la Pierre Meulière, donc c'est pas très loin de la Colla, c'est pas très loin de l'éperon de Montmain. D'ailleurs, sur le sentier, on est entre la cabane de la Colla et l'éperon de Montmain. On tombe sur ces pierres. Là, c'est du grès qui est entaillé. Ce sont des marques hein, d'aiguisage. Maintenant, c'est peut-être pas très vieux, j'en sais rien. Mais il y a plusieurs blocs de grès, clairement. C'est pour ça que ça s'appelle le bois de la pierre meulière, comme une meule, hein, on aiguisait des outils. On voit aussi la pierre moulure, hein, c'est le même toponyme. Et puis, autre signe d'une occupation humaine ou d'une activité anthropique, c'est ces chaînes têtards là qui ont été taillées régulièrement, et on voit ces gros moignons pour constituer une allée. De même que cet empilement de ce pierrier, enfin c'est des pierres qui ont été empilées en limite de parcelle pour exploiter le terrain à côté. Donc le terrain était cultivé, il fallait sans doute aiguiser les outils, donc pour montrer une activité humaine dans un endroit où il n'y a plus personne qui se passe aujourd'hui. Alors, on va parler un peu des mines. Le Mont d'Or, pas toujours eu de bonnes mines. Il y a eu des mines, mais elles n'ont jamais été très florissantes. Une mine de fer, notamment, à Saint-Romain, une petite voie ferrée. Vous saviez ou pas qu'il y avait une voie ferrée sur le Mont-Saint. Michel Garnier en parlait. J'ai cherché longtemps les vestiges d'oragne et de voie ferrée. Il en parlait. Il s'est trompé dans la façon dont il disait que c'était dans le virage à l'épingle à cheveux. C'était pas des rails, c'était des anciennes glissières qui ont été posées là, mais ça n'a rien à voir avec la mine.
Par contre, on voit ici une ancienne traverse, et puis, alors la preuve irréfutable, les rails. Voilà. Bon, alors évidemment, ils sont plus en place, les rails. Ils ont été, quand ils ont bouché les trous de mine, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils ont mis peut-être des restes de wagonnets ou je ne sais quoi dans les trous. Et puis c'est pour ça qu'il y a encore 2 rails qui se dressent sur le sol. Là, c'est pareil, j'ai voulu y retourner il n'y a pas très longtemps, je ne me souviens plus bien où c'est. Mais je sais dans quel secteur c'est, mais voilà, j'aurais le plaisir de retrouver ce truc-là. Et le petit chemin de fer, donc, il partait, je vous ai montré tout à l'heure les cartes Courlis avec Jean Burdi, là, qui me les avait remises. Il y avait une zone où on voyait la topographie, elle avait été, je l'ai dit, il y a une mine, c'est cette mine de fer, et le chemin de fer partait de là, et il descendait doucement, et il descendait jusqu'au Vallon d'Arche de Saint-Romain, jusqu'au captage romain d'ailleurs, du Vallon d'Arche. Et de là, il y avait, ensuite, ça prenait la Saône et le fer ou le minerai, c'était pas très riche en fer quand même. Le minerai allait jusqu'à Givors pour être ensuite traité. Mais ça n'a jamais, ça n'a pas duré très longtemps cette activité. Autre mine, des fois il y a des trous. Là, on est dans du gneiss de mémoire, on est à Chasselet. Donc le gneiss, c'est un peu la roche-mère. Hein. On est sous le calcaire, donc il y a quand même du minerai potentiellement dans le gneiss. Et là, on est à Chasselet, il y a un trou qui est pas très profond, mais qui est une entrée ou une tentative d'excavation minière. Il y a quand même des vraies galeries de mines à Chasselet aussi. Alors là, on peut y aller. Hein, on peut y aller. Vous êtes passé dessus, voir celle de gauche. Cette mine-là, enfin cette galerie, je dois faire 20 ou 30 mètres de long, je ne sais plus, elle passe sous le sentier de randonnée qui va de Chasselet à Limoges. Voilà, bon, bah, vous êtes passé dessus. L'entrée est un peu masquée quand même, il faut savoir où c'est. Et il y a souvent de l'eau, c'est assez joli, il y a des encoches sur les parois. Voilà, c'était une mine de plomb argentifère. Et plus bas, il y a une autre galerie qui avait été bouchée mais qui est pleine d'eau. Alors j'y suis allé avec 2 collègues. On avait de l'eau jusqu'au torse, quoi. C'est pas très intéressant. Il vaut mieux aller dans la galerie de gauche, c'est quand même beaucoup plus joli et agréable à pénétrer et à photographier. Pour mémoire, ces mines de plomb argentifère, elles auraient été exploitées du temps de Jacques, qui avait les mines de Chessy, pas très loin, on est dans la même géologie que le Mont d'Or. Jacques Coeur, c'était le grand argentier de Charles VII à l'époque, qui avait une richesse considérable. Il était un homme d'affaires. Alors, il avait des mines, mais il utilisait aussi le taux entre les différents pays, les places entre Paris, Londres, enfin, tous les pays de l'Europe à l'époque. Et en fait, il faisait beaucoup de trading. Il achetait au cours, machin, enfin, il faisait du bénéfice rien qu'en vendant avec la différence des cours du plomb, de l'or, etc. Donc, la mine de Chasselet, elle a dû fonctionner jusqu'au 18-19e, mais elle n'a jamais été très florissante. Hein. Comme je dis, le Mont d'Or n'est pas très bonne mine de ce point de vue-là. Alors, ça, j'appelle ça le trou douille. Le trou douille, c'est une sacrée histoire. Ça se voit pas trop, mais on est quand même, il y a une dépression ou un entonnoir de 7, 8, 10 mètres de profondeur. J'ai mis des chaises au fond, il y a 2 chaises de chasseurs. On est sous le Montou, sous le sommet du Montou, dans les bois. C'est un lieu où on voit que des sangliers et de temps en temps des chasseurs, et encore. Et bon, j'ai mis 2 chaises au fond. J'aime bien être au fond du trou des fois. Et Falzan et Locard rapportent quand même une activité, une tentative d'activité minière sous ce Montou. En 1823, il y a des géologues qui étaient persuadés que le grès sous le Montou était du grès houillé. Donc, ils trouvaient de la houille, hein, c'était la ressource d'énergie de l'époque. Ça faisait tourner les machines à vapeur. C'était un peu comme le pétrole maintenant. Donc, ils ont fait un trou, ils n'ont rien trouvé, ils ont bouché, ils sont partis. Tant pis, au revoir, circuler, il n'y a rien à voir. Mais 30 ans plus tard, il y a un individu qui s'est présenté, qui a eu la même idée,
qui est allé convaincre les cultivateurs locaux de Saint-Didier et de Saint-Fortuna, enfin les propriétaires des terrains, en disant si donnez-moi de l'argent, vous allez en faire un trou, on va trouver de la houille, vous allez être les rois du pétrole. Et là, les cultivateurs, ils ont donné l'argent. Le gars, il a fait son trou. C'est ça, c'est celui-là, hein, vraisemblablement. Il a fait son trou, il a rien trouvé. Forcément, il n'y a pas de houille. Il a trouvé que de l'eau. Et puis, il a fait faillite. Les cultivateurs ont fait un procès, machin. Il est parti. Je ne sais même pas comment ça s'est terminé parce que Fraser et Locard n'ont pas donné la suite, mais ils ont simplement cité un long procès. Voilà, donc il y a eu c'est assez amusant de tomber sur ce trou. Et ce site, il est quand même aussi rapporté par les autres explorateurs dont je vous ai parlé en début, par Josse, qui parle de Château du Diable. Ici, là, il y a une maison. Et Falzan et Locard, ils sont plus sérieux. Maison brûlée. Oui, c'est la maison brûlée parce que c'était une maison peut-être des mineurs à l'époque. Alors les vrais ou les faux, j'en sais rien. Mais la maison, elle a brûlé. Les pierres jaunes sont devenues rouges. Hein, la pierre jaune, c'est du fer, de l'acide de fer. Plus ça chauffe, plus ça s'oxyde, plus ça rougit. Voilà. Donc c'est la maison brûlée. Mais Josse parle du château du diable. Quelques cabornes, j'en ai pris juste 4 parce que, pareil, quand on fait des explorations, on aime bien trouver des cabornes inconnues, biscornues, etc. Celle-ci, elle n'est pas très facile d'accès. C'est ce que j'appelle la caborne troglodyte. On est au cœur d'une petite carrière, d'une ancienne carrière. Ici, on voit une dentée de caborne. Et quand on est à l'intérieur, on s'aperçoit que on n'est plus dans du bâti, on est dans le mélange de calcaire et de marne qui a été creusé. Et voilà, c'est pour ça que j'appelle cette caborne la caborne troglodyte. On est sur un autre caborne, celle-ci, vous la connaissez bien, n'est-ce pas Alain d'ailleurs? C'est la caborne ou la cabane chaude. Là, vous êtes passé dessus, c'est le chemin Gorgerac là, qui fait le tour du Mont-Saint. Et si vous voulez la voir, cette caborne, vous êtes en dessous de la borne, qui n'est pas une borne romaine, une borne avec un chiffre romain dessus, je ne sais plus quel numéro il y a. Et cette caborne chaude, quand vous y allez l'hiver, à certains moments, elle fume, elle vapote. Elle a la particularité, on est sur le Mont-Saint, je vais parler du Mont-Saint tout à l'heure, il est bourré de failles, de fractures, de machin, donc il y a de l'air qui circule. L'air du Mont-Saint dit la température tout le temps la même, hein, plutôt chaude l'hiver et fraîche l'été. Donc la caborne, ici, là, la lucarne ou la niche, elle communique avec les entrailles du Mont-Saint. Et vous venez l'hiver ici, vous venez vous réchauffer les mains. Vous venez l'été en pleine canicule, vous venez vous climatiser. Voilà cette belle caborne, elle est super. Autre caborne, celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle paye pas de mine, hein. Sauf qu'il est impossible de la photographier avec du recul. Si je regarde un tout petit peu, je tomberai 15 mètres plus bas. C'est une caborne qui est juste au sommet d'un fond de taille de carrière. Et alors du coup, ça me fait dire que bon, les carrières c'est dangereux, c'est pour ça qu'il faut rester sur les sentiers balisés et éviter de se balader n'importe où. Il y a eu des accidents de carrière, de chute. Le 5 septembre 1760, il y a Madame Rabillou, Florence Rabillou, qui est tombée du sommet d'un fond de taille en voulant ramasser des prunes. Elle est tombée dans les pommes, non, elle est tombée pour des prunes, des plosses, des prunes sauvages. Et ici, on est justement à Plossé, ou Plossé. C'est le lieu dit, c'est Plossé, on est au-dessus des carrières de Saint-Romain et Saint-Cyr. Voilà, donc attention. Le cabornier, quand il se réveillait le matin, il n'avait pas intérêt à être mal réveillé pour pas tomber 10 mètres plus bas. Et puis, dernière caborne que je trouve intéressante, j'ai mis les deux. Parce que là, les cabornes, vous les voyez quand vous vous baladez, il y a plein de cabornes, il n'y en a pas une qui est pareille. Prenez le temps de regarder juste les linteaux, la façon dont elles sont construites. Alors celle-ci, c'est la caborne, elle était enfouie dans un amas de terre et de pierre. Elle a été restaurée il y a quelques années. Je crois que c'est Michel Matré qui a passé beaucoup de temps sur cette caborne. Il y avait chaque président de l'association de petits patrimoines qui avait un peu sa caborne en restauration. Il me semble que c'est Michel Matré. Et j'aime beaucoup cette caborne parce que vous voyez, vous avez les 3 techniques de linteau. Le linteau, c'est la pierre ou la technique qui permet
d'avoir une ouverture. Et vous avez ici le linteau, une grosse pierre massive. Vous avez ici ce qu'on appelle le linteau en encorbellement, des pierres en encorbellement qui sont posées. Et puis là, la bâtière. Vous avez sur la même caborne les trois techniques de. Et cette caborne-là, elle est aussi. C'est la caborne, je me souviens plus des Fougères, je crois. On est à la Carquinche, à Saint-Cyr. C'est pas Saint-Didier, c'est Saint-Cyr, là, je ne me trompe pas. Voilà. Celle-ci, on peut la voir, elle est facile, elle est aménagée avec tout le contexte de caborne, c'est super agréable de se balader là. Donc c'est le chemin de la Carquinche, enfin, sur Saint-Cyr. Et puis là, alors celle-ci, elle est un peu plus difficile à trouver. J'ai passé beaucoup de temps parce que la première fois que j'ai trouvé, il y avait des arbres partout, moi je n'en voyais rien. Après quelques visites et quelques logements, quelques coupes, on s'aperçoit qu'il y a une, deux, trois lucarnes de décharge. Premier linteau, deuxième, troisième. Voilà. Et c'est la seule, je pense, avec autant de lucarnes de décharge. Rien que pour ça, elle est intéressante. Voilà, quelques diapos, mais ça je vais passer vite parce que les ouvrages de Carrier, je pense que vous les connaissez tous plus ou moins. Je vous ai mis un tunnel de Carrier, on est dans le vallon de Moltan à Couzon. C'est un vallon qui est peu parcouru, qui est un peu sauvage. Il y a encore deux tunnels visibles, un troisième dont on voit encore des traces sur le terrain, mais on ne peut plus visiter. Autre ouvrage, alors celui-là on est à Saint-Fortunat, vous voyez le mont La Roche là, qui est tout dégarni, presque, et puis un joli pont qui n'a rien à voir avec un aqueduc romain, ni un aqueduc tout court. C'est un pont bâti pour maintenir un sentier ou un chemin préexistant. Et la carrière, c'est propre de Saint-Fortunat, hein. Le village de Saint-Fortunat et les carriers étaient finalement habités sur leur lieu de travail. Donc ils ont extrait des quantités phénoménales de pierres à griffer sous leur maison ou juste à côté. Et du coup, ils ont le pont là, ça c'est les piles de roches existantes. Ils ont simplement bâti des pierres, des voûtes en pierre sèche par-dessus, ou avec un peu de maçonnerie. Je ne sais plus s'il y a de plus. Et voilà. Et aujourd'hui, on voit plus que ça, parce que ça a été embelli avec le temps. La photo, je pense qu'elle doit dater du début du 20e. C'est des cartes postales. Et ça a été bouché, je dirais, dans les années 50, 60. À l'époque des grands chantiers, le Crédit Agricole, le tunnel de Fourvière, machin, enfin, tout ce qui générait beaucoup de déblais, il fallait aussi trouver des endroits. Et aujourd'hui encore, hein, les carrières, on les bouche avec des déblais de travaux routiers, ferroviaires, etc. Voilà, ça c'était la photo de couverture, c'était pour faire une autre cabane, une haute cabane. On a l'impression que c'est l'arbre qui tient la cabane, mais en fait, vous voyez l'importance des linteaux? Là, il y avait une fenêtre avec un linteau. Le jour où ça tombe, il n'y a plus rien. Voilà, je continue. Là, c'est sur l'eau. On a parlé d'aqueduc romain en début, avec ces Romains explorateurs, topographes, etc. Et puis tous ces aqueducologues. Eh ben, les aqueducologues que je vous ai cités n'ont pas vu ça. Ça a été découvert en 1995 avec Jean Burdi et son équipe. Vous voyez, il y a un regard, c'est le seul regard connu. On est entre Curis ou Polémieux, dans un endroit difficile d'accès. Donc ce regard, il existe. Quand on enlève les pierres de couverture, on peut descendre et procéder à l'entretien de l'aqueduc, hein, à la romaine, et on arrive dans l'aqueduc romain avec des tas d'araignées gallo-romaines. Voilà, donc c'est assez intéressant. C'est un site qui est peu connu et qui ne doit pas être connu d'ailleurs parce qu'il faut le préserver. Par contre, je reviens sur ce qu'avait écrit Germain de Montauzan, aqueducologue du début du XXe. Il écrivait, je suis à peu près dans le même endroit, là il y a une ancienne carrière à Curis. Il décrivait cette carrière à Curis. En bas, parmi les quartiers de roches abattus, gisent de tous côtés des blocs de béton rougeâtre. Les blocs de béton rougeâtre, c'est le mortier de Tuilot des Romains.
de nombre de parois à la surface 6. Donc, ce qu'ils voyaient ici, là, au pied de la carrière, ils voyaient des morceaux de maçonnerie de l'aqueduc. Pourquoi ils traînaient au fond? Parce que, en bas, parce que les carriers, quand ils ont attaqué la pierre jaune, ils se sont attaqués à l'aqueduc que les Romains avaient scellé, entre guillemets, de cette pierre jaune. Et on voyait, en tout cas au début du XXe siècle, on voyait des morceaux d'aqueduc traîner. J'ai crapahuté longtemps au pied de ces falaises, j'ai jamais vu les morceaux d'aqueduc. Ils ont dû être emportés par le temps, oui, je sais pas. Ou alors j'ai mal vu, hein. Mais peut-être que Germain de Motozan, il a un peu affabulé. Parce que vous voyez le schéma qu'il a mis, là, il n'existe pas. La couverture de l'aqueduc, il dit, oui, il n'y a qu'une seule pierre qui fait toute la couverture. Ça, personne ne l'a vu. J'ai un ami qui est allé de la carrière, alors il est allé avec des cordes, des harnais et tout, parce que moi je suis pas allé, pour aller voir finalement les vestiges de l'aqueduc qui ont été découpés par les carriers, mais en limite de carrière. Cet ami, donc c'est Cédric Leclerc, il a fait des super photos. Alors on peut voir ici, on peut se demander si effectivement il n'y a qu'une seule pierre qui couvre. Mais quand on regarde un peu plus profondément avec un éclairage et un petit coup de zoom, on voit bien la technique pareil, hein, comme la technique du linteau, l'encorbellement de 2-3 pierres qui permet d'assurer la couverture de ces à peu près 50 ou 60 cm de large. Donc Motozan, méfiez-vous. J'ai pas pu m'empêcher de vous mettre 2 ou 3 photos de galeries de captage, parce que j'étais venu à Collonges il y a quelques années, on avait fait toute une séance sur les galeries. Là, c'est à Poligny. Regardez comme c'est beau, ces calcifications orange, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est le fer, c'est l'oxyde de fer de la pierre jaune qui se mélange avec la calcite, c'est magnifique. Là aussi, alors là, on est à Saint-Didier. Fut un temps, on pouvait y aller quasiment entrée libre dans cette grande galerie magnifique. Maintenant, c'est fermé. Alors celle-ci, je vous l'ai mise parce qu'on est à Collonges. J'ai voulu la présenter pour ceux qui étaient là à Collonges. C'est une galerie privée. Il y a énormément d'eau, énormément de calcification. Il fait 80 mètres de long maintenant. On arrive, je ne sais plus si c'est la rue Clémenceau, la rue, enfin peu importe, on est en bas de la balle. On fait 80 mètres. Au bout de 70 mètres, il y a un puits, une ouverture. Et si on monte, alors je peux en monter, on arrive sur les terrains de la famille Bocuse. Bah oui, hein, 80 mètres, il y a plusieurs propriétaires aussi. Voilà. Et puis j'ai mis ça aussi, alors à droite, j'aime bien, c'est aussi une galerie à Collonges que j'ai eu l'occasion de visiter, une galerie privée, avec une forme très particulière, une forme de poire, qui est unique de tout ce que j'ai visité. Alors, je ne les ai pas toutes visitées, mais et celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'on visite des galeries chez des propriétaires, on discute. Et là, en l'occurrence, le monsieur il est décédé entre-temps, il avait 94, 95 ans. Il racontait, mais moi, quand j'étais gamin, on y allait dans cette galerie. C'était ce qu'on appelait le frigo de grand-mère. Il venait avec ses frères et ses cousins, il jouait dans le frigo de grand-mère. Et il a continué jusqu'à la fin à boire l'eau de sa galerie. Donc quoi, ça conserve l'eau des membres. Et ça, c'est une entrée un peu dissimulée. Bon, elle est entre-temps. Hein. Toutes les photos, c'est moi qui les ai prises, mais j'ai pas fait des photos l'an dernier. Des photos qui peuvent avoir 10 ans ou 5 ans, ça dépend. À l'époque, c'était une porte ouverte et ça permettait de passer derrière le lavoir de Brézieux, que vous connaissez. On pouvait passer derrière. On pouvait même aller derrière la grille. Et on allait jusqu'au de captage et on pouvait aussi régler le débit du lavoir de Brézieux. Et alors on peut plus parce qu'il y a dû y avoir des bouchées, je crois, en ce moment, donc, mais on pourrait. Et à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, l'entrée ici se trouvait sur un terrain d'ailleurs occupé par les Allemands. Mais les gens, alors c'est un ancien de Saint-Cyr qui habitait en bas, qui me disait, ouais, mais je me souviens, alors c'est mes parents, je crois qui, on venait pendant la guerre, la nuit, on rentrait là, et on fermait l'arrivée d'eau de la Baticollière pour que les Allemands aient plus d'eau. Voilà. Donc, oui, il y a plein d'histoires comme ça. Et je vais terminer par un truc avec Luc d'ailleurs, on était longuement intrigué par ce que Michel Garnier a écrit dans un de ses ouvrages en parlant de la source de Vondières à Saint-Romain.
Un ouvrage étonnant se présentant comme une pièce d'eau encadrée de hauts murs de 5 ou 6 mètres de haut, avec des soirs et des vannes que le fouillis de ronces et de broussailles n'a pas encore permis d'étudier. L'eau arrive par voie souterraine. Alors ça nous a beaucoup intrigués, on a tourné, on a cherché partout, sur les cartes, sur machin. Et on savait que c'était sur ce terrain-là, mais on n'arrivait pas. Je sais plus comment on a fait, on est tombé, toi, moi ou les deux, je me souviens. On a fini par le trouver, ce truc-là. Et voilà. La première fois que j'ai vu ce bassin, voilà la photo. Donc, effectivement, il y a des lianes de partout, de l'eau. Et puis ici, on voit ici hein, une petite voûte. Et quand Michel Garnier dit l'entrée d'eau elle est souterraine, voilà, l'eau. Alors, on y est retourné avec quelques malheureux volontaires pour nettoyer et dégager, avec l'autorisation de la propriétaire et du locataire de l'époque, parce qu'on était quand même clairement à Saint-Romain, à des paumes et des bois, on était dans une zone après fermée avec des chevaux. Donc j'ai eu plusieurs fois la propriétaire pour avoir l'autorisation de nettoyer son bassin. Je ne savais même pas qu'elle avait un bassin d'ailleurs, n'importe. Et du coup voilà, le bassin après quelques mois de travail, voilà à quoi il ressemble, il est très intriguant. Parce qu'on voit des systèmes de vannes, de fermeture, de surverse. On n'a jamais bien compris comment il a fonctionné. Il a sans doute fait l'objet de modifications au cours des siècles. À l'origine, peut-être que c'était une pièce d'eau, un vivier pour les poissons. C'était un terrain qui appartenait d'ailleurs au châtelain du château de Murat, à Saint-Romain. Et on pouvait très bien alimenter aussi le château. Et alors quand même, voilà un exploit, c'est moi. Je me suis dit quand même, je veux quand même voir ce qu'il y a sous cette voûte là qui est sous l'eau. Donc un beau jour, j'ai mis une combinaison, j'ai pris une GoPro et j'ai fait des photos en subaquatique pour voilà là-dessous. Alors il y a à peu près 1,50 m de voûte et puis au bout, on arrive, voilà, il y a ces murets et il y a une petite niche ici. Je me suis dit il y a un trésor, il y a quelque chose. J'ai regardé, j'avais un manche parce que je voulais pas non plus, enfin j'ai pas de bouteille ni rien, donc j'ai fait ça avec une grande perche, une GoPro et à moitié sous l'eau. Je sais pas. Donc peut-être que d'autres explorateurs après moi ou après d'autres trouveront un moyen d'être plus précis dans les investigations. Voilà, je finis par un petit épilogue. Alors je sais plus ce que j'ai mis. Oui, alors je voulais faire un quiz à la fin. Est-ce que vous savez où c'est ça? C'est pas une caverne. C'est l'ancienne boule du Montou qui a été démontée il y a quelques années. Ils en ont remis une autre à la place, plus performante. Et celle du Mont-Vernin va être démontée très bientôt. Voilà, donc vous aurez plus ce point de repère. Ça, vous savez où c'est? Je vous ai parlé de Falzan. Vous connaissez Falzan maintenant, Falzan et Loca. C'est la croix de Falzan. Elle est au sommet du Ventoux. Dans l'enceinte. Alors oui, on la voit pas parce qu'en fait c'est dans l'enceinte militaire, donc c'est clôturé. C'est un jour on a eu une visite organisée par l'armée avec quelques explorateurs des associations locales et c'était pour faire une belle photo de cette croix qui est pas très belle. À l'origine elle était métallique. Il y a un écriteau un peu en bas qui dit qu'elle a été reposée par les enfants de Falzan, je sais plus dans les années 1929, 39, il y a des chiffres effacés, donc je sais pas bien. Donc voilà, la croix de Falzan. Là, est-ce que vous voyez où on est? Polémieux, très bien. C'est l'ancien moulin d'Ampère. Et c'est par là qu'il paraît qu'Ampère et sa Dulcinée se donnaient rendez-vous parce que lui était de Polémieux et elle de Saint-Germain, ou contraire. Donc c'était à peu près à mi-chemin et voilà, c'est un peu comme en Biotrix et Manas. Il y avait un lieu de rencontre. Et vous avez ici le sommet de la croix Rampeau avec la croix qui existe. Autre photo, là vous devez reconnaître quand même hein, le col de la croix de Presles, avec ici le Montou. On voit la croix Falzan ici. Vous ne voyez peut-être pas, mais je vous le dis, elle est là. Ça a assez peu changé. Bon, la route a dû s'élargir, les voitures se sont modernisées, les arbres, oui, mais il y a peut-être plus de ronces maintenant et moins de prés.
Et je termine par ça. Ça, c'est juste une petite histoire, si vous avez encore 2 minutes. Il y a quelques années, moi j'avais remarqué qu'il y avait 2 nains de jardin, qui étaient un dans la cabane de la cave à Saint-Cyr, en plastique, hein, et un autre dans la cabane dite de la Tuile ou de la Jardinière, là, avec la belle photo de l'Anglade, qui était là de la nuit des temps dans la cabane. Je me suis dit, je vais en acheter 5 autres. J'ai acheté, je sais plus dans quel magasin, j'ai mis 5 dans 5 cabanes. Le truc a un peu fructifié entre temps, les nains ont été cassés, volés, enlevés, etc. Une amie a dû mettre une Blanche-Neige, un ami a dû rajouter d'autres nains, il a restauré ou repeint les nains, il a acheté aussi tout un stock de nains pour garantir qu'il y ait toujours 7 nains et une Blanche-Neige dans les mandats. Donc vous pouvez chercher dans les cabanes 7. Alors il y en a qui sont faciles à trouver. Celui-ci, la cabane de la cave. Je vous ai parlé de la cabane de la Tuile. Ça, vous trouverez les nains qui sont même exposés à l'extérieur. Mais il y en a 5 autres à trouver qui sont pas faciles. Pardon? Alors je connais pas la cabane allemand, mais s'il y a un nain, c'est oui. Après la cabane des Fischhorn, la cabane, on peut donner plein de noms. Ça va pas vous donner grand chose. Il y en a un dans la cabane des Fischhorn, il y en a un. J'en avais mis un dans la cabane sans fond. Mais il a été enlevé ou cassé par un blaireau ou par un chasseur, je sais pas. Voilà, donc il y en a 7. Et puis le plus difficile, c'est la cabane de Blanche-Neige. Donc ça, cette cabane, si vous la trouvez, il y a une Blanche-Neige, elle a été scellée. Voilà. Après, je vais pas vous dire où c'est. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini mes petites explorations.